Voyons son équivalent non nommé, son équivalent générique, le Lord of Change. Le Lord of Change, on a vu, il est à 380 points. Donc ils sont sur des gros socles, hein, ils sont sur des gros socles de 100 mm, hein, je crois. Ce serait mieux si je vous le, si je vous le disais vraiment. Hop là, il est là, errata. Disciple of Change. Kéros, 100 mm, c'est ça, donc voilà, c'est sur du 10 cm, ils sont sur du 10 cm, parfait. Donc pour les différencier, de base c'est assez simple, hein. Le Kéros il est bicéphale, le Lord of Change de base il a qu'une seule tête. Si vous jouez l'un ou l'autre parce que vous préférez l'esthétisme de l'un ou l'autre et que vous mettez l'autre complément, voilà, si vous préférez la version avec une seule tête et que vous arrivez sur le champ et que vous dites du coup je le joue en format Kéros, personne vous en voudra. C'est la même figurine en termes de rapport de taille, donc il a le même socle, donc normalement il n'y a aucune raison que quelqu'un vous reproche, vous empêche de jouer Kéros dans ces... même si vous posez un simple Lord of Change sur le champ de bataille. À ce moment où vous payez les 400 points, sachant que la seule différence entre eux, c'est que le Lord of Change générique coûte 380 points, donc il a juste 20 points de différence. Qu'est-ce qui justifie, entre guillemets, ces 20 points de différence? Eh bien, je vais vous le dire, je ne le sais pas vraiment, puisque le Lord of Change en lui-même est vraiment une super unité. Une super unité. En fait, c'est à tel point que... je pense que ce qui justifie les 20 points de plus chez le Kéros, c'est qu'en général, les versions nommées sont un peu plus chères que leur version générique, et il a sa fameuse règle qui lui permet de aligner ses dés, mais la différence, c'est que le Lord of Change générique, eh ben, il peut recevoir des objets magiques, et ça, c'est pas rien, hein. Kéros, il peut pas recevoir d'objets magiques, donc en fait, Lord of Change générique, il peut quand même avoir il peut avoir un certain boost, hein, qui n'est pas disponible à Kéros, mine de rien. Donc, nous avons accès à plusieurs combinaisons d'armement. Alors bien sûr, on a exactement le même châssis. Mouvement de 12, sauvegarde de cal plus de 10, blessure de 14. Il a même pas moins de blessures que Kéros, hein, il est à blessure de 14. Mais en même temps, je vous l'ai dit, pour un dent majeur, avoir moins de 14 blessures, c'est pas convenable, hein, ce serait pas normal, on s'en plaindrait. Donc on a différentes options d'armement. Un Lord of Change est une figurine individuelle armée d'une des options d'armes suivantes: bâton de Change et épée maléfique, bâton de Change et baquette de sorcellerie, ou bâton de Change et bec, crochet et serre malfaisante. Donc, en gros, on a systématiquement le bâton de Change et on a l'une des options d'armement à côté. Auparavant, dans sa version initiale, au cours de la V1, avant ce Battle Tome-là, on jouait quasiment systématiquement bâton de Change et épée maléfique, c'était ce qui était le plus fort. La baguette de sorcellerie a été EP, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus fréquemment. Bec crochu et serre malfaisante, c'est... En fait, c'est un truc que je comprends pas, le bec crochu est une option. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu... Non. Ils n'ont pas... Effectivement, c'est un choix d'armement, il peut... Dans cette option-là, il ne se bat pas systématiquement avec son bec. Bon, écoutez, d'accord. Donc, le bâton, l'arme de base, portée de 3 à 4 attaques, touché 3+, blessé sur du 1+, pas de perforation d'armure, et dégâts 2. Donc en fait, à peu de choses près, on a la même chose que à Kéros, sauf que Kéros ici, il a une perforation de 1, lui, il n'a pas de perforation. Ensuite, la baguette de sorcellerie. Moi, personnellement, si je le jouais, je jouerais avec cette option-là. Portée 18, attaque 2d6, touché 3+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1. Ça peut, ça peut pilonner, hein. Ça peut faire une quantité de tirs assez intéressante, ça peut pas mal pilonner. Je crois que dans sa version précédente, il n'y avait pas de perforation, et je crois qu'il générait moins d'attaques, ou il touchait plus difficilement. La fameuse épée portée 1, 2 attaques, touché 4+, blessé 2+, perforation de -2, dégâts 3. Bien entendu, c'était
blessé 2+, perforation de -2, dégâts 3 qui rendait le truc intéressant. Ouais, c'est ça, je crois que la brigade de sorcellerie a touché sur du 4+. Je crois que tout touchait sur du 4+, sauf le bâton, et comme il n'y avait pas de perforation, et ben clairement on allait chercher l'épée. Aujourd'hui, la baguette touche sur du 3+, elle a de la perforation, donc c'est cool. L'épée, elle est efficace, parce que à partir du moment où vous avez touché, vous êtes quasiment assuré de cogner assez fort. Donc ça, c'est cool. Même s'il n'y a que 2 attaques. Ensuite, malheureusement, bec et serre croche malfaisante. Je pense vraiment que c'est pour ne pas en faire un ton de corps à corps que ça rentre pas dans son armement systématique. Et même s'il y a 4 attaques, on le jouera pas, quoi. On le sélectionnera pas parce que la différence d'impact est trop moindre par rapport aux autres. Si vraiment vous dites « Ah ouais, mais il y a 4 attaques, c'est plus que l'épée maléfique, etc. » Oui, mais à ce moment-là, du coup, vous allez chercher à saturer avec la baguette de sorcellerie, pas avec ces attaques-là. Donc voilà. Ensuite, bien entendu, c'est une figurine qui peut voler. Aptitude, maître de la magie. On l'a déjà vu. Lorsque vous effectuez un jet de lancement de dissipation pour un Lord of Change, vous pouvez modifier le résultat du dé pour le plus bas, pour qu'il soit égal à celui le plus élevé. Donc voilà, je vous ai déjà dit précédemment à quel point c'était super et intéressant pour Kairos. Ça ne change pas, c'est extrêmement intéressant pour votre Lord of Change. Ensuite, manche sort une fois par tour. Lors de votre phase des héros, vous pouvez choisir un sort persistant prédateur à 18 pouces ou moins de cette figurine, et il est conjuré, tout comme Kairos, c'est très pratique. Ensuite, voleur de sort. Si le résultat d'un jet de dissipation pour cette figurine est de 9 ou plus, elle pourra tenter de lancer le sort si elle est capable de le faire jusqu'à la fin de la bataille. Donc voilà, très pratique, votre Lord of Change peut apprendre les sorts de l'adversaire en les dissipant. Super cool. Alors, tout dépend des effets du sort adverse. Parfois, il pourra être plus intéressant de laisser passer le sort. Je vous rappelle, ou je vous le dis si vous n'êtes pas au courant, les Disciples of Tzeentch, leur manière de cumuler des points d'invocation, c'est en fonction des sorts qui sont passés et non dissipés. Donc, très souvent, quand on conçoit, et on verra ça en 2 semaines, quand on conçoit une liste d'armées de Tzeentch, eh bien, justement, on la conçoit en calculant la moyenne ou le maximum de sorts qu'on réussira à passer, le potentiel de sorts qu'on arrivera à passer à chaque tour. Et bien sûr, on part pas du principe qu'on va systématiquement tomber sur une armée adverse qui va être capable de lancer plusieurs sorts. Les armées adverses qui sont pas capables de lancer des sorts sont plutôt rares, mais il y en a, donc on essaye d'y faire attention. Et puis aussi parce que très souvent, on n'a pas très envie de se prendre des sorts dans la tête. Surtout, tout dépend le type d'armée qu'on va jouer, mais avec Tzeentch, on peut jouer des armées très populeuses ou très élitistes. Quand on joue une armée très élitiste, en général, la magie adverse nous gêne, nous fait peur, donc on va chercher à la dissiper. Dans ce cas-là, on sera content de pouvoir apprendre les sorts de la magie adverse. Je pense que notamment si vous tombez sur une armée de type Halo Heart ou je sais pas quoi, qui ont des sorciers qui peuvent être particulièrement efficaces, vous serez content d'apprendre leurs sorts. Ensuite, mais il dit toujours s'il est capable de le faire. Notamment, il y a certains sorts qui sont soumis à des synergies spécifiques, notamment lorsque c'est des sorts de soutien. Par exemple, imaginons que vous allez dissiper un sort sorcier du chaos, et bien le sort du sorcier du chaos, il est là pour synergiser du Slave to Darkness. Si vous n'avez pas de Slave to Darkness, d'unité avec le mot-clé Slave to Darkness, ça vous servira à rien, vous l'aurez dissipé et vous l'aurez appris, mais vous ne le lancerez pas. Voilà. Magie, cette figurine est un sorcier, elle peut tenter de lancer 2 sorts différents à chacune de vos phases des héros et de dissiper 2 sorts à chacune des phases des héros adverses. Elle connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et portail infernal. Nous avons l'autre grosse différence, il y a 3 différences importantes entre Kairos Fateweaver et cette unité. D'abord, Kairos Fateweaver, il apprend pas les sorts, mais il a son fameux sa fameuse relance, son fameux dé spécifique une fois par bataille. Lui, il apprend les sorts, il peut pas fiabiliser un dé. Il ne lance et il ne dissipe que 2 sorts et pas 3. Ça fait une grosse différence. Je sais pas si ça vaut 20 points de différence. Moi, je pense que à ce niveau-là, être capable de lancer un sort de plus, ça vaut plus que 20 points. Mais bon.
On va pas s'en plaindre parce que je ne voudrais pas que Kairos se monte à plus de 400 points. J'aurais plutôt tendance à dire pourquoi pas baisser légèrement même le Lord of Change à peut-être à 360 ou 370 points. Portail infernal, donc son sort personnel. Ce sort a une valeur de lancement de 7, donc plutôt facile à lancer pour lui grâce à sa aptitude maître de la magie. Si le sort est lancé avec succès, choisissez une unité à 18 pouces ou moins et visible du lanceur, puis jetez 9 dés. Pour chaque jet de dés égal ou supérieur au nombre indiqué sur le tableau de dégâts ci-dessus, l'unité subit une blessure mortelle. Donc d'abord sur du 3+, après sur du 4+, pendant quasiment toute la partie sur du 4+, et après sur du 5+. Donc on a un sort pour ratiboiser de n'importe quoi, que ce soit une unité populeuse ou un héros, un boss, extrêmement efficace. En général, les sorts équivalents, eh bien, vous lancez un dé par figurine dans l'unité. Donc, c'est efficace contre les unités populeuses, et du coup, vous faites une blessure mortelle sur du 5 ou sur du 6+. Souvent sur du 6+, si l'unité est à 18 pouces, sur du 5+, si l'unité est à 12 pouces. C'est en général ça la petite variance. Et ça se lance sur du 7 ou sur du 8. Suivant si vous avez de la chance ou pas, en fonction du héros que vous avez. Là, l'intérêt, c'est que donc c'est 9D. 9D, c'est bien, c'est correct, c'est une quantité qui est correcte. 9, bien sûr, parce que 9 est le chiffre fétiche de Tsench. Et sur du 3+, ou sur du 4+, vous allez infliger une blessure mortelle. C'est quand même pas mal fiable. Dans les faits, vous allez quand même infliger entre 5 et 9 blessures mortelles. Hein. Vous allez clairement infliger entre 5 et 9 blessures mortelles. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va vous permettre d'aller shooter des unités un petit peu élitistes et d'aller shooter des héros. Et ça, c'est cool. C'est cool. Donc là, ça en fait un sort très très fiable, très très intéressant. Ensuite, la troisième et dernière grosse différence entre le Lord of Change et Kairos Fateweaver, c'est que le Lord of Change, il a une aptitude de commandement. Et là, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais de Kairos Fateweaver, c'est que l'une des différences entre l'un et l'autre, c'est que Kairos, eh bien, il est un sorcier qui se synergise lui-même, et que le Lord of Change, il synergise les démons. Et que c'est pour ça que c'est plus difficile d'investir dans 380 points pour mettre un Lord of Change dans une armée de mortels de Tsench, plutôt que... Alors que c'est plus facile de dire qu'on va jouer Kairos dans une armée de mortels de Tsench. C'est pour ça, c'est parce que c'est couillon d'avoir dans une figurine à 380 points une attitude de commandement qui ne va synergiser que les démons. Ensuite, donc le contenu de son aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude au début de votre phase des héros. Dans ce cas, choisissez une figurine amie avec cette aptitude. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, vous pouvez ajouter un au jet de lancement et de dissipation pour les sorciers démons de Tsench amis, tant qu'ils sont entièrement à 18 pouces ou moins de la figurine choisie. C'est très fort. C'est très fort, sachant que dans une armée de Tsench, en général, vous allez vous débrouiller pour jouer aisément entre 3 et 6. Moi, vraiment, j'ai du mal à mettre moins de 5 héros dans mes armées de Tsench. Parce qu'ils sont tellement cool, qu'on a envie d'en jouer tellement, que si vous jouez démon, vous êtes donc sur une figurine qui est sur un socle de 10 cm, de 100 mm. Ne vous inquiétez pas, les 18 pouces, ils vont avoir un rayon monstrueux sur le champ de bataille. Voilà, ça, vous voyez, ça va être un truc ouf, ça va être vraiment très très gros. Hein. Donc, d'ailleurs, je pense qu'en fait, en vrai, c'est même plus que ça. Hein. C'est plus que ça. Hein. Donc, vous n'aurez aucun mal à positionner vos héros dedans et à leur faire bénéficier du +1 au jet de lancement. Rendez-vous compte, ça affecte lui-même votre propre Lord of Change. Donc vous lancez l'attitude de commandement, ensuite vous essayez de lancer votre portail infernal, et vous faites un 1 ou 2 et un 3. Et ben c'est bon, vous avez fait un 3, donc avec votre jet de lancement. Alors que vous avez fait un jet tout pourri, hein. En fait vous avez fait 4 ou 5, ben on s'en fout. En fait, vous avez fait 7. Vous avez votre 3, le dé le plus faible, il passe à 3 aussi, +1 grâce à l'attitude de commandement, 7, votre sort il est passé. Donc voilà, très très fort. Très très fort.
c'est cool, on a des personnages extrêmement puissants qui sont pour un coût en points correct. Et parce que je pense que malgré tout, ils sont un peu fragiles, hein, je l'ai dit, ils sont sensibles au tir, à l'artillerie, etc. Donc c'est bien qu'il ne soit pas à plus de 400 points, donc lui il est à 380 points. L'un comme l'autre, ce sont des unités qui sont tout à fait viables et tout à fait jouables. Attention, j'ai dit qu'ils synergisaient plus facilement les démons. Si vous êtes comme moi quelqu'un qui aime jouer les mortels de Tzeentch, ne vous empêchez pas de le jouer, notamment parce que grâce au système d'invocation de Tzeentch, vous allez, si vous vous débrouillez bien, finir par invoquer des démons au cours de la partie, et à ce moment-là, vous pourrez compter sur lui pour les synergiser avec son aptitude si vous avez invoqué des héros, sachant que vous pouvez assez aisément invoquer des héros dans le tableau d'invocation, donc vous inquiétez pas, vous pourrez tout à fait compter sur son aptitude pour synergiser les héros, sachant que je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, quand on joue Mortel de Tzeentch, en général, on ne joue pas que des héros mortels. Vous allez avoir envie d'avoir un ou deux héros. Parmi vos 5-6 démons, vos 5-6 héros, il y en aura largement un ou deux qui seront des démons si vous en avez 3 qui sont des démons, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que je suis à peu près à... Ouais, c'est ça. Hein. Moi, quand je joue Mortel de Tzeentch, j'ai 3 démons et 3 mortels en tant que héros. Je joue quasiment systématiquement entre 5 et 6 héros. Si je joue Kairos Fateweaver, il y a 6 héros et donc dont 3 démons. Si je joue pas Kairos Fateweaver ou si je joue pas le changelin, parce qu'en général j'aime bien jouer le changelin, j'ai que 2 démons. En fait, c'est en général en fonction de mes points, il faut que je retire quelque chose, je retire soit le Kairos, soit le changelin, et donc voilà. On verra ça en 2 semaines. Pardon, je me racle la gorge, et en vous parlant... Donc voilà, on a fait le tour des grosses unités centrales, et il est 21h32, ça fait 1 heure que je vous parle, et je vous ai toujours pas coupé, fait de petites coupures de VOD pour vous qui me suivez sur YouTube. Donc ça c'est pas bien, c'est pas cool pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je pense que je ferai une coupure entre les 2 démons et puis aussi je ferai une coupure là, entre les deux démons majeurs et puis je ferai une coupure aussi au niveau de l'introduction parce que j'ai fait une longue introduction ce soir. À nouveau, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine VOD. La prochaine VOD qui va être consacrée à un autre personnage nommé, qui est normalement... Ah non, pas un personnage nommé, on va passer sur un démon générique. Un démon générique extrêmement emblématique de Age of Sigmar. À la prochaine VOD.